Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16, c'est le ministre chargé des comptes publics Olivier Dussopt qui est avec nous. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je disais avant la pause, ce budget 2021, il est déjà obsolète compte tenu de l'aggravation de la situation sanitaire et des mesures qui sont prises. Vous me dites non, il n'est pas si obsolète que ça. Ça n'est pas le cas puisque nous avons fait une prévision très prudente. Lorsque nous avons présenté avec Bruno Le Maire les hypothèses de croissance, les hypothèses macroéconomiques, lors de la présentation du budget, début septembre, nous avions retenu une hypothèse de récession à moins 10%, alors que tous les analystes, la Banque de France en particulier, nous disaient que ce sera plutôt moins 8,7, moins 9. Nous avons été prudents, parce qu'en matière de finances publiques, il vaut mieux être prudent. Et aujourd'hui, malgré les mesures qui sont annoncées, malgré le couvre-feu et des mesures de restriction que nous sommes obligés de prendre, nous sommes encore dans cette marge et nous n'avons pas besoin de revoir notre cadrage macroéconomique ni l'hypothèse de croissance ou de déficit. C'est-à-dire que là où certains se disent plus les jours passent, plus ce budget devient obsolète, vous nous dites plus les jours passent, plus on se rapproche du vrai finalement. En tout cas, c'est ça peut être vu comme ça. En tout cas, ça démontre que la prudence dont nous avons fait preuve, parce que nous avons établi les hypothèses, a été de bonne aloi. Et d'ailleurs, c'est une prudence qui a été observée systématiquement par le Haut Conseil des finances publiques. Depuis le début du quinquennat, chaque avis du Haut Conseil des finances publiques sur les hypothèses de croissance, les hypothèses macro, chaque avis a été qualifié de prudent et chaque prévision a été qualifiée de prudente. Et je le répète, en matière de finances publiques, ce qui compte à mes yeux, c'est la prudence. Je le faisais lorsque j'étais maire, je n'ai aucune raison de ne pas le faire aujourd'hui. C'est aussi la sincérité, ce que nous avons fait avec ce budget, et le respect des autorisations parlementaires. C'est comme cela que nous avançons. Alors, je reprends vos prévisions. Vous tablez toujours en 2021, rebond on parle de 2021 maintenant, rebond de 8% du produit intérieur brut, déficit du PIB de 6,7%, endettement plus de 116%. Ça, pour vous, est-ce qu'on peut les tenir, ces engagements? Est-ce qu'à la fin de l'année, ils seront toujours... C'est évidemment l'objectif. Nous sommes en 2020 pour le moment, avec une hypothèse de récession, j'allais dire de croissance, mais de récession à Ça, à par contre, le temps qui passe nous en rapproche. Avec une hypothèse de déficit à un peu plus de 10%, 10,2%, et d'endettement à hauteur de 117%. Nous avons comme objectif, grâce au plan de relance, d'avoir une croissance qui soit plutôt autour de 8% l'année prochaine, parce que le plan de relance va nous apporter 1,5 point. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le décaisser, le mobiliser très vite. Cet après-midi, nous serons avec Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale pour examiner les crédits de la mission relance, avec les 3 priorités qui sont les nôtres. Donc nous sommes dans cette hypothèse-là, et nous faisons en sorte, par les mesures que nous prenons pour accompagner le tissu économique, de garantir ces hypothèses. Lorsque nous mettons en œuvre un fonds de solidarité renforcé dans les zones de couvre-feu, c'est pour aider les entreprises à passer le cap. Lorsque nous disons que les prêts garantis par l'État, qui étaient ouverts jusqu'à fin décembre, seront ouverts jusqu'à juin 2021, c'est aussi pour permettre aux entreprises, avec un outil qui marche, d'avoir accès à de la trésorerie. Et nous avons, la semaine dernière, j'ai déposé et fait adopter, en tout cas le Parlement a accepté d'adopter un amendement pour remettre en œuvre un dispositif d'exonération de cotisations sociales, comme nous l'avions fait au printemps, pour la période de confinement, là aussi pour accompagner les entreprises. Je regarde à plus long terme, 2022, parce que vous savez que Bruno Le Maire l'a dit, il l'a répété à plusieurs reprises, il dit nous aurons a priori, sur le plan économique, je résume l'idée, c'est effacer les stigmates de cette crise sur les comptes de la France en 2022. Le but est très simple, c'est retrouver le niveau de production de richesse de fin 2019 d'ici 2 ans. Est-ce qu'on peut y croire ça? Plus les jours passent, plus effectivement cette crise handicape l'activité, handicape l'appareil productif. La question, ce n'est pas... Sachant que vous savez bien qu'historiquement, chaque crise ampute le potentiel de croissance de l'économie française. Le potentiel de croissance... C'est pas ambitieux comme objectif. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif réaliste. Et le potentiel de croissance, nous savons que lorsque nous sommes en crise, il est dégradé. Par contre, notre objectif, je disais il y a un instant, c'est faire en sorte que dans 2 ans, à l'issue du plan de relance, nous allons retrouver le même niveau de richesse qu'avant la crise, donc fin 2019. C'est ambitieux et en même temps, ça fera toujours 2 années de croissance qui auront été perdues et c'est là qu'on perd le potentiel que vous évoquez. La question n'est pas d'y croire, c'est de faire. Et faire, c'est mettre en œuvre ce plan de relance. Nous avons prévu 100 milliards d'euros sur 2 ans, avec des crédits qui ont une vocation, une nature plutôt, qui est d'être réversible, qui est d'être ponctuelle, puisque nous ne voulons pas qu'à l'issue du plan de relance, nous ayons sédimenté de la dépense publique supplémentaire. Nous ne voulons pas que le taux de dépense publique sur le PIB revienne à un niveau supérieur à ce qui était avant la crise. Nous avons à notre actif deux vraies grandes réussites en matière de finances publiques. La première réussite, c'est d'avoir réussi à tenir l'objectif des 3% pendant 3 années. Et donc, il faut que nous puissions retrouver ce chemin progressivement. L'autre réussite, elle est souvent moins mise en œuvre. Progressivement, je vais y venir. L'autre réussite qui est moins mise en avant, c'est le fait que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le taux des prélèvements obligatoires est passé de plus de 45% à 44%. Et le taux de la dépense publique sur le PIB
de 55,5% à 54%. Donc nous avons allégé le poids de la dépense publique et nous continuons à baisser les impôts. Nous allons le faire encore en 2021, tant pour les entreprises que pour les ménages. Alors, ça nous permettra de reconstruire une trajectoire de finances publiques. Effacer les stigmates, vous me dites, faut pas le croire, faut faire. Justement, vous faites référence au plan de relance, parce qu'on va se pencher sur les dépenses du plan de relance cet après-midi à l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a un sujet en ce moment, parce qu'on rappelle que ce plan de relance français, nous n'avons que 22 milliards sur les 100 qui seront débloqués dès l'année prochaine. Vous vous trompez. Vous vous trompez et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons prévu 22 milliards de crédits de paiement, auxquels il faut ajouter les 10 milliards de baisse d'impôts de production au 1er janvier, nous sommes à 32 milliards, auxquels il faut ajouter les 10 milliards que nous avons déjà engagés sur la fin de l'année 2020, ce qui fera 42 milliards, soit la moitié des crédits dépendant directement de l'État. Les autres crédits dépendent de l'UNEDIC et la sécurité sociale, notamment pour le financement de l'activité partielle, ou de la BPI. Alors donc 42 milliards de ce plan... Et l'objectif, c'est bien d'être à 50% fin 2021, comme nous l'avons dit depuis le début. Est-ce que ça ne va pas dépendre de ce qui se passe à Bruxelles? Parce que là aussi, on est d'accord, il y a un vrai sujet. Je crois que la France doit récupérer aux alentours de 40 milliards. C'est l'objectif, oui. À l'occasion de ce plan de relance, vaste plan de relance à ces 150 milliards d'euros que l'Europe a conclu pas dans la seule année 2021, mais sur la durée du plan, effectivement. Sauf que vous avez vu comme moi, comme tout le monde, que les discussions s'enlisent sérieusement du côté de Bruxelles. Et entre États membres, et en plus pour ne rien arranger entre Bruxelles et le Parlement européen qui considère qu'on sabre dans certains budgets d'investissement. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer rapidement, d'après vous, ces 40 milliards qui vont être absolument cruciaux pour financer une partie de ce plan de relance? C'est un vrai sujet, ça. Oui, pour deux raisons. D'abord, le Premier ministre, le ministre de l'économie et le secrétaire d'État aux affaires européennes étaient à Bruxelles vendredi pour défendre les intérêts de la France et appeler à ce que cette situation puisse être débloquée rapidement. Le fait d'avoir un plan de relance européen, le fait que l'Europe puisse se doter de ressources propres, puisse avancer des outils de solidarité face à la crise, c'est une immense avancée que l'on doit à Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui ont travaillé ensemble, qui ont convaincu les autres États, y compris les États considérés comme les États frugaux, notamment les États du Nord, les États de l'Est, d'avancer sur cet aspect. Il ne faut pas que pardonnez-moi, mais des chicayas politiques viennent bloquer ce processus-là. Donc il faut que ça puisse avancer. Mais là, les chicayas, ils sont avec les pays de l'Est. Je compte beaucoup sur à la fois la sagesse du Parlement européen et la conviction de la présidente de la Commission, poussée en cela par tant les Français que les Allemands, pour que ça puisse être débloqué. 600 milliards ne sont pas débloqués. Et ensuite, il y a une deuxième raison qui fait que nous aurons ce financement européen, c'est le fait que notre plan de relance correspond aux priorités de l'Europe. Il correspond sur le fond, avec des priorités données à la transition écologique, avec des priorités données à la souveraineté industrielle ou à la cohésion. Il correspond aussi sur la forme, puisque nous veillons, et c'est ma responsabilité tout particulièrement, à ce que les crédits soient les plus réversibles possibles, que ce ne soient pas des dépenses structurelles ou durables. Et il est aussi conforme, car nous n'abandonnons pas l'idée que notre pays doit être réformé, et c'est une des conditions au plan de relance. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité que nous aurons, la France et tous les États membres, à accéder et débloquer ces fonds. Par contre, il est vrai qu'il faut que les discussions auxquelles nous assistons actuellement puissent aboutir rapidement. Rapidement, c'est quoi? Dans les jours, les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, il faut que ces milliards soient débloqués et la France puisse les obtenir pour financer une partie de son plan de relance. Le processus de déblocage des fonds, ça n'est pas de débloquer 40 milliards d'un coup. C'est un déblocage progressif en fonction des actions, des éléments qui seront mis en œuvre. Il ne s'agit pas de faire un chèque de 40 milliards et d'encaisser d'un bloc. Alors justement, la maîtrise de la dépense publique, parce que vous l'avez dit, vous restez attaché à la maîtrise de la dépense publique, même si ce budget sera celui de la démesure, budget 2021. Mais c'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça. Mais la maîtrise de la dépense publique, c'est soutenable jusqu'à quel point pour vous? C'est soutenable dans la mesure où il faut différencier les choses. Il y a un plan de relance pour lequel nous consacrons des moyens qui sont gigantesques. 100 milliards d'euros pour la relance, qui viennent s'ajouter à ce que nous avons mis en œuvre pour faire face à la crise. Nous avons garanti les prêts faits par les entreprises. Nous avons diminué les recettes de l'État, soit parce que nous avons consenti des exonérations, soit parce que les recettes fiscales ont diminué du fait de la crise. Et surtout, nous avons engagé des crédits lourdement pour presque 60 milliards d'euros de dépenses. Je pense au chômage partiel, je pense au fonds de solidarité. Il faut différencier ces éléments d'urgence et de relance du budget que je qualifierais d'ordinaire. Et pour ce qui concerne le budget classique, celui des ministères, celui qui finance nos priorités, nous tenons le cap. Nous avons des programmes pluriannuels, nous les respectons, tout en finançant nos priorités. Si vous regardez les différentes missions budgétaires, vous verrez que les ministères régaliens, l'armée, l'intérieur, la justice cette année voient leur budget augmenter comme nous nous y sommes engagés. Et les ministères qui préparent l'avenir, la transition écologique, l'éducation, la recherche, voient aussi leurs moyens augmenter parce que ça correspond à nos priorités. Ça implique de faire des efforts ailleurs, de continuer à réformer, de continuer à restructurer, de continuer à limiter
l'évolution de la dépense. C'est mon rôle, c'est celui du ministère de l'économie et des finances tout entier. Et nous nous y attachons avec une véritable coopération de mes collègues d'ailleurs. Il faut continuer à réformer. C'est vous qui le dites effectivement. Il faut continuer à réformer. Il y a dans moins d'une heure maintenant une grosse conférence sociale autour du Premier ministre. On va parler de la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, deux dossiers très sensibles. Qu'est-ce que vous pensez, vous personnellement? Vous dites, cette réforme de l'assurance chômage, elle est toujours censée, dans les faits, être appliquée à partir du 1er janvier 2021. Nous avons toujours dit qu'elle serait appliquée en fonction des évolutions de la crise et qu'il faudrait certainement la revoir pour voir comment on peut l'adapter à la situation. La revoir ou la déplacer? Mais surtout, ne préemptons pas les débats qui vont avoir lieu tout à l'heure. Le Premier ministre réunit les partenaires sociaux. Il tient à ce moment, et nous tenons à ce moment de rencontre et de dialogue. Et je ne suis pas là pour préempter des conclusions ou préempter la nature des discussions qui vont se tenir. Ouais. Par contre, il y a d'autres éléments de réforme, j'entends, que nous menons à bien. Au 1er janvier, par exemple, nous allons faire en sorte que les APL, pour les ménages bénéficiaires d'APL, soient calculés en fonction de la réalité de leurs revenus. Oui. Aujourd'hui, quand vous demandez à avoir droit aux appels, lorsque vous y avez droit, vos appels sont calculés en fonction des revenus d'il y a 2 ans et c'est tout un mécanisme assez complexe pour la contemporanéité, pour les actualiser. Voilà, on va les contemporanéiser. C'est un mot un peu compliqué, mais quand on a l'habitude, il passe tout seul. Et nous allons le faire au 1er janvier pour faire en sorte que nous aidions les ménages qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin et éviter les phénomènes de trop perçus ou de sous-perçus. Nous travaillons de la même manière, puisque j'aime le mot, je vais le répéter, sur la contemporanéisation du crédit d'impôt pour les services à la personne à partir de 2022. C'est tout un travail de préparation. C'est faire en sorte que lorsque vous avez recours à de l'emploi à domicile, vous puissiez bénéficier du crédit d'impôt au moment où vous payez la facture et sans attendre 1 an après pour le percevoir. Tout ça sont des réformes de fond qui permettent de moderniser notre administration, qui permettent de simplifier la vie des usagers et que nous continuons, qu'il y ait crise ou qu'il n'y ait pas crise, parce que c'est essentiel de les continuer pour que notre administration fonctionne mieux et que notre pays puisse aussi mieux fonctionner. Dernière question, maîtrise de la dépense publique. Olivier Dussopt, vous dites vous-même, l'opposition, qui ne va pas manquer de vous le répéter ces prochains jours à l'Assemblée, dit c'est malheureusement inéluctable, la hausse des impôts à terme s'imposera. Nous faisons tout l'inverse. Oui, non, mais bien sûr, vous faites tout l'inverse. Jusqu'à quand? Nous continuons à baisser les impôts. Jusqu'à quand il n'est pas... Lorsque vous regardez le projet de loi de finances de 2021, c'est une nouvelle tranche de baisse de la taxe d'habitation, c'est une tranche de baisse des impôts de production, c'est au total de 2018 à 2021, 45 milliards d'euros de baisse d'impôts, moitié pour les ménages, moitié pour les entreprises. L'opposition, j'entends à chaque fois qu'elle fait des propositions. Ce que je constate depuis le début des discussions budgétaires, c'est que les mêmes qui nous disent qu'il y a trop de dettes sont les premiers à déposer des amendements pour qu'il y ait plus de dépenses. À un moment, il faut aussi assumer cette contradiction. Elle va voter en tout cas a priori en faveur du plan de relance. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci beaucoup Olivier Dussopt. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business, le ministre chargé des comptes publics. Merci d'être venu nous voir.